je dis à tout le monde, je dis, c'est eux autres. Autant que je me disais que j'étais dans la voiture, puis je me disais, ben non, c'est impossible. C'est impossible, ça se peut pas que ce soit eux autres. C'est peut-être seulement récemment que vous avez entendu parler pour la première fois de l'île de la Dominique. Parce que c'est cette petite île des Caraïbes qu'avait adopté Daniel Langlois, le pionnier québécois de l'animation 3D, ainsi que sa conjointe et partenaire d'affaires, Dominique Marchand. En décembre, on a appris avec stupeur et effroi que le couple a été retrouvé mort dans leur voiture, criblé de balles et incendié. C'est ici, ils ont bloqué la route avec les 2 autobus. C'est ici que ça s'est produit. Ils ont passé par là. C'est là qu'ils sont allés brûler la voiture. Maintenant, je vis avec une blessure qui ne va jamais guérir. Leur voisin, avec qui ils étaient en conflit depuis des années, a été arrêté et accusé des meurtres. Avec mon collègue Yannick Dumont-Baron, on est venu ici pour tenter d'en apprendre davantage et on a 4 jours pour réussir. Et on sait que nos questions vont déranger certaines personnes. We just want to know why you acted as a safety for Mr. Lehrer. Bienvenue à cette 18e saison d'Enquête. Ils ont longtemps été chez eux en Dominique, mais Normand et Sylvie n'auraient jamais souhaité y revenir dans ces circonstances. Normand Langlois, c'est le petit frère de Daniel Langlois. Avec sa conjointe, ils sont ici en ce mois de juin pour s'occuper de la succession, en particulier de l'hôtel Colibri Ridge. Là, on est comme nulle part, mais quand tu arrives sur la partie de Colibri, avec la vue sur la mer, la vue sur la Martinique, c'est tellement beau, là. C'est pas touristique, tranquille. C'est une belle île, c'était comme un petit paradis. La Dominique, souvent confondue avec la République dominicaine, est située dans les Caraïbes, entre la Guadeloupe et la Martinique. Normand et Sylvie ne pensaient pas se retrouver ici avec d'aussi lourdes responsabilités. On a un hôtel à opérer. On veut que ça fonctionne. Il y a des emplois en jeu. C'est énorme, en tout cas. Ils n'auraient jamais cru devoir gérer un hôtel, encore moins à la suite de l'assassinat de leurs frères et belle-sœurs. Nous les avons accompagnés ici pour mieux comprendre pourquoi les proches de Daniel Langlois et Dominique Marchand craignent que les accusés ne soient jamais jugés. Fait qu'on approche du lieu de l'incident. Ouais. OK, la prochaine courbe, c'est là que c'est arrivé. C'est là qu'il y a eu La grosse courbe là, que tu vois, c'est là. Qui ont fait l'embûche. Ils ont arrivé du village, c'est ici que ça s'est produit. Ils ont passé par là, c'est là qu'ils sont allés brûler la voiture. Au Colibri Ridge, Normand et Sylvie retrouvent ces femmes qui font partie de la famille. Maléva Blanchard et Céline Casey s'occupent de l'hôtel depuis décembre, depuis les meurtres. Mais c'est maintenant à Normand de reprendre les rênes de l'ultime projet de son grand frère. Un projet presque aussi pharaonique que celui qui a fait la fortune de Daniel Langlois dans les années 90. Un logiciel révolutionnaire d'animation qu'il a vendu à Microsoft. Softimage, c'est le logiciel 3D qui a été utilisé dans des films. Comment présenter des objets en 3D. Ça commence dans les années 80 quand Daniel Langlois, fils de fermier de Saint-Jérôme, co-réalise le film Tony de Pelletrie en créant un premier personnage à l'aspect humain en 3 dimensions. Il a travaillé, encore une fois, sans regarder, sans compter l'énergie qu'il y déployait, puis sans savoir qu'elle allait nécessairement réussir. Le logiciel servira dans une flopée de superproductions. C'est Softimage qui se spécialise dans la conception de logiciels pour l'animation électronique dans les films, qui a été vendu pour 130 millions au géant américain Microsoft.
Il a fait des millions avec ça, là. Il a fait beaucoup d'argent. C'est certain que cet argent-là lui a permis de faire autre chose. Céline Casey est une amie de Dominique Marchand depuis le Collège Mont-Saint-Louis à Montréal. Elle a invité tout le monde du secondaire pour venir fêter, les filles, de venir fêter nos 50 ans ici. Céline va décider de s'installer dans cette île de beauté qui porte le nom de son amie. C'était toujours la Dominique que je connaissais du secondaire, où est-ce qu'on était amis, qu'on pouvait parler de tout et de rien. Là. Alors, on ne l'avait pas changé. Élevée à Montréal-Nord, Dominique Marchand a étudié le mandarin à Harvard. Sa vie prend un tournant inattendu quand elle répond à une offre d'emploi de secrétaire pour Daniel Langlois chez Softimage. Je pense que Daniel et Dominique vont très bien ensemble. Ils se complètent tellement bien. Souvent, il n'y avait pas besoin de se parler. À un moment donné, on a su que là, il était en projet de faire un projet hôtelier en Dominique. Il avait acheté des terrains. Daniel Langlois demande à son petit frère de venir en Dominique pour l'aider à réaliser ce projet. Ce qui devait durer quelques années durera 17 ans. Sylvie fait l'aménagement paysager, tandis que Normand a les deux mains dans le mortier. Colibri, il l'a dessiné de A à Z, dans le moindre détail. Chaque pierre, chaque tuile était toujours dans ses dessins. Le résultat est spectaculaire. On est sur une crête à l'intérieur d'un ancien volcan. Fait que la courbe de la crête, Daniel, fallait qu'il la suive, s'orienter avec le soleil aussi, avec les panneaux solaires, que ça s'intègre dans le milieu. Il voyait loin d'avance. Tout ce qui est Colibri Ridge, pour moi, toute l'ambiance, le professionnalisme des gens, tout ça, là, c'est Dominique pour moi. L'hôtel est finalement inauguré en décembre 2022. Dominique Marchand et Daniel Langlois ne savent pas encore qu'ils ne profiteront pas longtemps de l'aboutissement de leur projet. That's why I work to cook for them, right in there. Maggie Fontaine était la cuisinière personnelle du couple. Elle leur préparait des repas qu'ils rapportaient à leur appartement privé dans le Colibri Ridge. Je connais Daniel et Dominique depuis longtemps. Je revois Dominique avec sa longue chevelure entrer dans la cuisine et dire « Hello, Maggie Dodo ». C'est comme ça qu'elle m'appelait. Et je répondais « Yes, Dominique ». Et là, on avait du fun. Céline a aussi beaucoup de plaisir avec son amie Dominique lors de leur lunch de filles tous les vendredis au Colibri. C'est vraiment un moment privilégié. J'avais hâte à mes vendredis. Et ce vendredi-là, j'ai pas vu la voiture de Daniel, mais Daniel et Dominique sont très discrets, donc ils font leurs affaires, puis ils avisent pas. Donc, c'était pas quelque chose qui était anormal de pas voir la voiture. Et puis là, les gens du management sont arrivés, puis on dit, écoute, on les a pas vus de la matinée. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mon téléphone a sonné. Et Maleva m'a demandé « Maggie, as-tu vu Daniel et Dominique? » J'ai répondu non. Puis Maleva, la directrice générale, a dit « Ah non, Céline, c'est pas normal. » Donc, j'ai dit « Bon, OK. » On a envoyé les voitures. On a mis 3-4 personnes, 3-4 voitures faire tout le tour. Puis on dit « OK, on se rejoint dans 10 minutes. Puis on va voir là, où est-ce qu'on en est. » Puis effectivement, ben là, les gens sont venus, ils ne sont pas nulle part, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas rien. J'ai rappelé au Colibri et je leur ai demandé d'aller voir dans le frigo de Daniel et Dominique pour voir s'ils étaient revenus avec leurs plats. Je suis allée dans la chambre, pas de lunch. Fait que là, j'ai commencé, je me dis, ah, c'est curieux. À Montréal, Normand Langlois reçoit un appel de Maggie. Il était quoi, 11h, midi ou quelque chose comme ça, le 1er décembre. Elle dit Normand, Sylvie, là, on essaie de rejoindre Daniel, on n'arrive pas, on appelle partout. J'ai dit OK, Maggie, j'ai essayé d'appeler Daniel. J'ai envoyé des courriels. J'ai dit Daniel, rentre en communication avec nous. Daniel ne perdait pas jamais la communication et que Daniel ne communique pas pendant 2 heures, c'était presque impossible.
Ma mère m'a appelé et m'a dit « Il y a un véhicule incendié sur le sentier qui mène à Galion. Et il y a 2 personnes à bord. » Puis là, Maëva est arrivée sur l'entrefait, puis elle dit « Regarde, ils viennent de publier qu'il y a une voiture qui est brûlée à Galion. » Puis là, elle me dit « Je suis sûre que c'est eux autres. » Je suis sûre. Bien là, je dis « Bien, voyons donc. » On est partis. On est allé à Galion. Puis là, la voiture était tellement calcinée, on voyait pas l'intérieur. C'était qu'une carcasse. Puis là, Maëva, les gens se sont mis à pleurer, puis tout ça. On n'a à peu près plus de doute. Les circonstances, ça, on ne pouvait pas l'établir. Que ce soit eux, dans notre tête, ça devenait une évidence. Puis j'étais en voiture, puis je me disais, ben non, c'est impossible. C'est impossible, ça se peut pas que ce soit eux autres. J'étais arrivée devant les employés, puis là, j'ai dit, c'est eux autres. Je le sentais que c'était eux. Et c'était vraiment eux. Le 6 décembre, ces 2 hommes sont accusés des meurtres. Après la pause, avec mon collègue Yannick Dumont-Baron, nous allons tenter d'en savoir plus sur eux. Notre séjour en Dominique prend une tournure inusitée. Nous sommes invités à visiter le domaine de l'un des accusés, Jonathan Lever. C'est ici qu'il a été arrêté le 1er décembre avec Robert Snyder. Les 2 Américains sont présumés innocents. Ils sont en prison en attendant leur procès pour les meurtres de Daniel Langlois et Dominique Marchand. Notre visite a été organisée par une firme de relations publiques. C'est la famille Lever qui l'a embauchée. Elle assure n'avoir rien à cacher. Bienvenue à Bois-Côtelette. Kern Toussaint est un employé désigné pour nous accompagner. Il explique que le domaine historique accueillait des croisiéristes en excursion. Nous proposons différentes visites. D'abord, il y a notre visite chocolat. Nous faisons du chocolat ici. Jonathan Lever et sa femme Victoria initient les touristes à la fabrication du chocolat. Nous recevons des groupes de 20 personnes à la fois. On place des chaises, on leur sert des boissons. Un peu à l'écart des édifices, nous découvrons, derrière les arbres, ce qui ressemble à un immeuble en construction. C'est le projet de Jonathan. Et c'est quoi le projet? On appelle ça l'édifice Mariana. Mariana? C'est un projet en cours, c'est pas terminé. C'est juste un bâtiment d'un ensemble qu'il veut construire. Et ça serait là que les gens pourraient rester? Oui. Un proche de la famille nous a confié que Jonathan Lever est un survivaliste. Le site Internet de son entreprise propose notamment d'investir dans un refuge en cas de catastrophe naturelle ou de bouleversements sociaux. Cette vidéo montre un souterrain sous la propriété où se trouvent des conteneurs. C'est un entrepôt. OK, un entrepôt. C'est juste un entrepôt pour la nourriture. OK, alors c'est la nourriture dans les conteneurs. Oui. Est-ce que M. Lever avait des armes à feu? Il portait une arme à feu, oui. Il se promenait armé? C'est une arme enregistrée. Puis c'est légal? C'est légal. C'est légal tant que tu restes sur ta propriété. Mais ce n'est pas parce que Jonathan Lever portait une arme que les soupçons se sont tournés vers lui. Il est arrivé en 2012, je pense, début 2012. On est partis, nous 4, Daniel, Dominique, Sylvie et moi, on est allés le voir sur son terrain, on est allés lui dire bonjour. La propriété de Jonathan Lever est voisine de celle de Daniel Langlois. Et ça a duré pendant probablement au moins 2 ans qu'on avait une relativement bonne relation. On se croisait, on voyait ses enfants. Mais tout change en 2014. Les relations avec Jonathan Lever deviennent tendues au point où Daniel Langlois et Dominique Marchand filment leur passage sur la route. C'est nos voisins. Ah, OK. Parce que le seul chemin pour se rendre à Colibri Ridge passe au cœur de Bois-Côtelette.
du fait qu'on était sur un chantier, donc il y avait beaucoup de transport de marchandises. Donc il y avait définitivement de l'activité sur cette route-là. Les camions, la machinerie lourde, les autobus, toutes sortes de véhicules, des remorques. Tout ça passait par ici. Jonathan, lui, il prétendait tout le temps qu'on endommageait ces bâtiments, qu'on endommageait les ruines, puis il a essayé autant comme autant de nous prendre sur le fait. C'est jamais arrivé. C'était serré, c'était difficile, mais on le faisait. J'ai beau regarder, mais je vois pas de traces de peinture ou de dommages. Non. C'était juste la peur que ça arrive. J'en ai jamais été témoin, mais des accidents, ça arrive. What's the issue? Fuck away from here. Don't be talking to me on my property. Just get back in your vehicle. C'est vite devenu infernal. C'est un problème quotidien, que ce soit nous, les employés. Take your American salt and get my flow now. Get out of here, you jackass. Fuck you. Puis je lui parlais à Jonathan Lehrer, puis tu sais, il disait, il faut que tu comprennes, Céline, on fait des tours, là, vous passez, puis je comprends, mais c'est ça la route, tu sais. See what she's doing? You see what she's fucking doing? La femme de Jonathan Lehrer tourmentait aussi ceux qui empruntaient la route. Elle criait. Vous avez ruiné notre vie, puis nanana, puis c'était vraiment tout le temps des accusations. You perjured yourself, you lied. Whatever. You lied. You perjured. Selon le relationniste de la famille Lehrer, ces images sont sorties de leur contexte. Mais nous en avons trouvé d'autres, comme celle-ci, où elle confronte de simples randonneurs. Là, il y avait les chiens qui sautaient sur la voiture. C'était agressant. Oh, oui, hey. Plusieurs familles de ma circonscription utilisent ce chemin pour marcher, faire de l'exercice. Ils avaient beaucoup de difficultés à cause des chiens qui faisaient peur aux gens. Donc, on avait un gros problème. Denise Charles était une amie du couple assassiné. Ministre du Tourisme, elle représente la région où se trouvent les propriétés de Daniel Langlois et Jonathan Lehrer. Elle a réuni les voisins à 2 reprises pour tenter de régler l'affaire. Lors de la rencontre, on s'est mis d'accord pour demander au ministère des Travaux publics de chercher où on pourrait construire une nouvelle route pour se rendre à la propriété de Daniel. Jonathan est allé de l'avant tout seul et a fait une nouvelle route. Voici la route de contournement. Jonathan Lehrer décrète que désormais, tous devront passer par la déviation qu'il a construite. Il va même jusqu'à bloquer la route principale. En fait, on n'a pas eu le choix de la prendre parce qu'il y avait mis des grosses roches. Fait que la seule façon pour s'en aller, il fallait passer par la route. C'était une route qui n'était pas sécuritaire. Ils ont décidé de ne pas prendre la nouvelle route. Leur argument était que c'était une voie publique et que M. Lehrer n'a pas le droit de prendre ce genre de décision. Lui prétendait que oui, c'est un chemin privé, puis il était chez eux, c'est pour ça que ses chiens y laissaient lousse, donc il avait le droit, c'était sur un terrain privé, et pourtant, ce chemin-là existe depuis probablement plus que 100 ans. Là. Lui ne l'acceptait pas. Et il a fallu qu'il y ait une injonction pour que lui enlève ses roches, enlève ses tuyaux, libère la route. Il y a eu des occasions de résoudre le conflit à l'amiable, mais ça n'intéressait pas Jonathan. Il voulait faire ses affaires tout seul. Finalement, en 2018, Daniel Langlois demande aux tribunaux de trancher. Est-ce que le chemin original est public ou bien privé? La position de Daniel était toujours d'éviter le conflit, d'être pacifique. Il ne cherchait pas à créer des problèmes. Je pense que c'était Jonathan l'agresseur. Car il disait une chose et en faisait une autre. Daniel, lui, était un homme de parole. Le processus judiciaire s'étire sur 6 ans. La décision n'est toujours pas rendue lorsque Daniel Langlois et Dominique Marchand sont assassinés.
Pour Normand Langlois, c'est ce conflit qui a mené au meurtre de son frère et de sa belle-sœur. Avec tout ce qu'on avait vécu à travers les années, il n'y avait pas le moindre doute. La certitude de Normand Langlois est partagée par toute une communauté. Certains sont venus manifester lors de la première comparution des accusés. Après la pause, nous quittons Bois-Côtelette en direction de la prison. Jonathan Lerer assure qu'il veut nous parler. Nous arrivons à Stock Farm, une banlieue de la capitale, Roseau. C'est ici que se trouve la prison nationale de la Dominique, où depuis décembre, Jonathan Lerer attend son procès. Son avocat et son relationniste nous ont assuré qu'il n'a pas d'objection à nous parler, à condition d'obtenir l'autorisation du directeur de la prison. Il a dit qu'il y a déjà une liste de visiteurs qui est approuvée et que ça ne change pas. C'est une démarche beaucoup plus longue de se faire accepter sur sa liste de visiteurs, puis ça se fera pas. L'avocat de Jonathan Lerer est justement ici. Il vient de voir son client et son message pour nous est simple. Je sais qu'il est innocent. C'est clair. Ils allèguent qu'à un moment précis, les deux victimes ou victimes présumées ont été tuées. Ils indiquent à quelle heure ils pensent que cela s'est produit. Ils nous ont également divulgué des documents qui disent que la première fois que notre client a été vu dans le secteur, c'était 5 heures plus tard. Autrement dit, la poursuite ne peut pas dire où se trouvait M. Lerer au moment des meurtres. Et ils sont tenus de le dire, pas nous. Pourtant, au printemps, les enquêteurs ont affirmé à une juge que la preuve est accablante. Voici le scénario le plus probable, selon ce que la famille a pu apprendre de la police et des gens sur place. Une version qui n'a pas encore été testée au procès. Je crois qu'il était 3h44. J'ai parlé à Dominique. Elle m'a dit, Daniel travaille sur quelque chose et dès qu'il a terminé, on va passer chercher nos repas. Maggie Fontaine se souvient de cette journée. Elle était absente, mais elle a une idée de l'heure à laquelle Daniel Langlois et Dominique Marchand sont venus chercher les plats qu'elle avait préparés pour eux. C'était le jeudi 30 novembre 2023, la veille de la découverte des corps. Je dirais qu'ils ont quitté après 17 heures. Ils ont quitté cette maison et pris la route pour rentrer au Colibri Ridge, mais ils n'ont pas roulé longtemps. Quand eux ont quitté Maggie au 30 novembre, en fin d'après-midi, c'est sûr qu'ils ne se sont pas rendus à Colibri. La suite se serait passée à Bois-Côtelette. Ce que les victimes ont vu ressemblait sans doute à ces images qu'ils ont souvent tournées avec la caméra à bord de leur voiture. Ici, sur le fameux chemin, Robert Snyder aurait fait feu en direction de Daniel Langlois, qui a perdu le contrôle de son VUS. Puis, le tireur aurait abattu Dominique Marchand et placé les corps sur la banquette arrière. L'un des accusés aurait ensuite pris le volant, fait demi-tour et roulé quelques minutes avant de tourner à gauche dans ce sentier. Les accusés auraient arrêté la voiture une centaine de mètres plus haut, à l'abri des regards. La suite, Céline Casey l'a apprise des policiers sur place lors de la découverte du véhicule incendié. Puis on dit, ça n'a pas brûlé avec l'essence, ça a brûlé avec l'acide. Donc, là, j'ai fait, mais comment, c'est complètement malade. Il faut être malade, là, tu sais, tu brûles une voiture avec l'acide. Fait qu'ils ont dit, on est incapable d'identifier rien sur les corps. Les accusés auraient poussé le VUS afin qu'il redescende et tombe dans le ravin à gauche. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le véhicule en flammes s'est immobilisé ici à droite. On voit encore les pierres qui sont recouvertes de plastique fondu. Selon nos informations, les accusés ont dû dégager le véhicule et le pousser à nouveau vers le ravin. Mais au lieu de tomber dans la forêt, il s'est accroché à cet arbre.
C'est tellement violent, c'est tellement pour une route. C'est ce qui expliquerait peut-être les blessures sur la peau de Robert Snyder que tous ont pu voir alors qu'il sortait du palais de justice quelques jours après les meurtres. La vie Facebook de ce Floridien ne pourrait pas contraster davantage avec le crime sordide dont il est accusé. Une famille sans histoire de Tampa Bay, un fils qui joue au football, une femme pharmacienne. Elle affirme d'ailleurs que son mari n'est pas un tueur à gages embauché par Jonathan Lehrer, comme cela a déjà été dit, que Robert Snyder avait un contrat à long terme pour réparer des autobus à Bois-Côtelette, et ce, depuis plusieurs mois. Étrangement, Kern Toussaint, qui travaille aussi sur place, assure que Robert Snyder venait juste d'arriver. Il était nouveau? Snyder? Nouveau? Oui. Que je sache, ouais. Je l'avais jamais rencontré avant, je savais pas qui c'était. Mais il sait, comme soutient la défense, que Snyder se serait brûlé avec le liquide chaud d'un radiateur. Je sais vraiment pas qui il est. Donc, s'il est accusé, je peux pas le défendre. Par contre, Kern Toussaint défend vigoureusement son patron. C'est un homme très ouvert et aimant. Monsieur Lehrer n'est pas un meurtrier. Nous maintenons qu'il a été accusé à tort. Lennox Lawrence parle peu de Robert Snyder, même s'il est aussi son avocat. Mais il parle volontiers du cancer de la prostate dont pourrait souffrir Jonathan Lehrer. Nous savons qu'avec l'état de sa prostate, nous n'avons pas la capacité ici de prendre soin de lui correctement. C'est pourquoi il a demandé le printemps dernier que son client soit libéré sous caution pour aller se faire traiter aux États-Unis. Sa demande a été rejetée par un juge. Il n'a pas été convaincu que Jonathan Lehrer souffre vraiment d'un cancer. L'avocat a répondu patiemment à nos questions malgré la chaleur écrasante. Mais il y a une question qu'il n'a pas appréciée, au sujet de cette femme présente lors de la première comparution des accusés. Elle a offert son immeuble pour garantir que Jonathan Lehrer reviendrait pour son procès s'il était libéré. J'ai une question à propos de Mme Rhoda Joseph. Pourquoi elle a agi comme caution, comme garantie pour M. Lehrer, alors qu'elle est, je pense, une personne de haut rang au sein du gouvernement? En quoi cela est-il une question? Parce que d'un côté, il y a un bras de l'État qui poursuit M. Lehrer et de l'autre, il y a une haute fonctionnaire qui agit comme caution pour lui. Est-ce que vous voyez pas une question qui peut être soulevée? Non, je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Je ne comprends pas la question ni même pourquoi elle serait posée. Au retour, nous allons comprendre que Jonathan Lehrer est bien entouré. Pour les proches, les meurtres de Dominique Marchand et Daniel Langlois sont une épreuve personnelle. Pour les Dominiquais, ces crimes ont aussi une portée politique. Le travail de Zach Copeland nous aide à comprendre pourquoi. Il fait partie d'un groupe international d'enquête qui a publié des révélations fracassantes sur la Dominique. Il suivait la piste de blanchisseurs d'argent iraniens. Ils ont découvert tout autre chose. Les Iraniens avaient ouvert des compagnies avec des passeports de la Dominique. On s'est dit qu'on trouverait d'autres blanchisseurs iraniens en obtenant la liste des étrangers qui ont acheté un passeport dominicain. Quand j'ai mis la main sur cette liste, j'ai compris que notre enquête allait bien au-delà de l'Iran. Des allégations de corruption et de gros sous qui visent la tête de l'État dominicain. Nous allons bientôt apprendre que Jonathan Lehrer a des relations influentes dans ce gouvernement. La Dominique est riche de sa nature. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres des Caraïbes. Une économie mise à genoux par l'ouragan Maria en 2017.
Pour regarnir le trésor public, la Dominique exploite l'une des rares ressources à sa disposition. Elle offre la citoyenneté dominicaise à des étrangers en échange d'un investissement. L'écrasante majorité des personnes qui demandent un passeport dominicain souhaitent accéder à l'Europe sans visa. Thompson Fontaine représente le principal parti d'opposition. Il est convaincu que la plupart des étrangers veulent le passeport de la Dominique afin de franchir les frontières plus facilement. C'est ce que Zach Coplin a compris, lui aussi, en épluchant la liste des nouveaux citoyens du pays. Oh, here's a sanctioned Russian oligarch. Et voilà un oligarque russe sous le coup de sanctions. Voilà un criminel de guerre et un autre type sanctionné pour trafiquer l'or du Congo. Et encore bien d'autres gens peu recommandables. Dans cette vidéo destinée au marché russe, on vante la confidentialité du processus et l'avantage de ne jamais devoir mettre les pieds en Dominique pour en devenir citoyen. La Dominique a vendu des passeports à des criminels, à des individus politiquement exposés et à des blanchisseurs d'argent. C'est une affaire de taille. Nous avons perdu l'accès sans visa au Royaume-Uni, une chose dont nous bénéficions depuis toujours. Maintenant, l'Europe pourrait suivre. Les Européens sont inquiets des vérifications que la Dominique fait à propos des demandeurs de passeports. La ministre Denise Charles défend son gouvernement et fait valoir que les critères du programme sont maintenant plus stricts. Ils nous ont fait des recommandations sur les améliorations que nous pouvions apporter et on a modifié les règles. Par exemple, il était trop facile pour quelqu'un de changer de nom et cette loi a été modifiée. Le problème, c'est que la Dominique a cruellement besoin des millions de dollars que rapporte ce programme appelé le CBI, pour Citizenship by Investment. Le CBI représente environ 60 des recettes de l'État. Ça dépasse même les recettes fiscales. Le gouvernement a désigné une poignée de gens d'affaires qui ont le privilège d'offrir ces passeports à des étrangers. Qui choisit qui peut vendre des passeports? Le premier ministre. C'est lui qui prend cette décision, personne d'autre. Le premier ministre, c'est Roosevelt Skerritt. Il règne sur le pays depuis 20 ans. Des enquêtes journalistiques l'ont associé à des scandales de corruption. Mais en quoi toutes ces révélations concernent-elles Jonathan Lever? Son projet immobilier est l'un des rares approuvés par le premier ministre. Investissez dans Bois-Côtelette, obtenez la citoyenneté dominicaise. Un programme de citoyenneté par investissement qui souffre d'un autre problème. Si vous comparez le nombre de passeports qui ont été délivrés et les recettes qui entrent dans les coffres de l'État, c'est clair que ça ne balance pas. En octobre 2023, Zach Coplin et ses collègues journalistes ont publié une série d'articles. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Tous les revenus des passeports ne sont pas versés au budget officiel du pays. Nous estimons que la somme s'élèverait à 2,4 milliards de dollars américains. Vous avez bien compris, 2,4 milliards de dollars américains. Quand on évoque cette critique venant de l'opposition, la ministre Charles est outrée. C'est un processus très transparent. Certaines personnes ne veulent pas d'informations. Elles préfèrent créer la confusion et diffuser de fausses informations sur le programme pour servir leurs propres intérêts. En quittant ses bureaux, la ministre promet de nous donner la bonne information. Promesse qui restera sans suite. L'avocat de Jonathan Lever, lui aussi, défend l'intégrité du programme. Cette déclaration a été faite par certains activistes politiques sur l'île. Quand on leur a demandé des preuves, ils n'en avaient pas. Puis, Lennox Lawrence admet qu'il est, lui aussi, un agent de passeport autorisé par le gouvernement. On comprend de plus en plus que l'un des accusés est bien entouré. Jonathan Lever fait partie du petit groupe d'hommes d'affaires autorisé par le premier ministre à vendre des passeports. Son avocat fait partie du même cercle restreint de vendeurs de citoyenneté. En plus, Lennox Lawrence est aussi l'avocat de qui à l'occasion?
Je suis également l'avocat du premier ministre, parmi bien d'autres. Ce n'est pas tout, il a aussi été organisateur de campagne du premier ministre. Vote for the Labour Party, vote for 5 more years, vote for Ruth Skerrit. Et puis, il y a Rhoda Joseph. Elle dirige l'organisme gouvernemental chargé d'attirer les investissements étrangers dans l'île. Même si ça n'a pas marché, c'est elle qui a offert son immeuble en garantie pour la libération de Jonathan Lear. Je trouve ça scandaleux. C'est franchement inacceptable. Gabriel Christian est un avocat dominicain qui vit à Washington. Nous avons parlé à plusieurs expatriés comme lui. Tous sont consternés de voir ce qui se passe dans leur pays. Quand tu occupes ce genre de poste au sein du gouvernement, tu dois te tenir à l'écart de telles controverses. Je crois que ça donne une très mauvaise impression. Hello, Madame Joseph. Hi, Yannick. I'm from Canada. Miss Joseph, we just want to know why you asked. Nous avons offert à Madame Joseph de s'expliquer, mais elle a refusé. Okay, but is it possible to talk to you some other time? No. Moi, ça a été un gros choc. Quand j'ai su que c'était elle, j'ai baissé les bras. Là, je me suis dit non, c'est sûr qu'il va être libéré. C'est sûr, sûr, sûr. The connection between the power of those who are appointed as Ceux qui sont nommés agents de passeport ont un lien avec le pouvoir qui a permis la croissance d'une oligarchie arrogante, sans foi ni loi, qui a sapé l'état de droit. undermine the rule of law. Selon lui, l'inaction par rapport à la route en est la preuve. In Canada, like in the United States, if you block a public road, Au Canada, aux États-Unis, si vous bloquez une voie publique, vous pouvez être arrêté et accusé, entre autres, de troubler l'ordre public. other things. It is illegal. Et pourtant, ça ne s'est jamais produit. So that is a grave concern. C'est grave. Si les lois de la Dominique avaient été appliquées, les meurtres n'auraient peut-être jamais été commis. This may not have ever happened. Rien dans cette allégation ne constitue une plainte légitime à l'égard du système judiciaire ici, car le système fonctionne. Il serait donc totalement irresponsable de poser des questions ou de faire des commentaires sur le système judiciaire basés sur les suppositions de certaines personnes. Une défense qui ne convainc pas. Une espèce d'air fendant, là. Le gars, en tout cas, se sent imbu de lui-même. Définitivement, il est sûr de son affaire. Il pense très bien que dans ses relations ou dans ses pouvoirs, avec l'argent ou non, il va être capable de s'en sortir. Daniel Langlois, lui aussi, semblait le croire. Cette vidéo a été captée alors qu'il traversait Bois-Côtelette avec son frère en 2019. Les deux hommes discutaient de Jonathan Lear et du programme des passeports, le CBI. Après la pause, est-ce que ce meurtre insensé s'explique seulement par une chicane de clôture? Non, moi, je pense que c'est plus que la route. À la mi-juin, Normand Langlois, Sylvie Grenier et Céline Casey sortent d'une rencontre au quartier général de la police. Bien, aujourd'hui, on a réussi à avoir une entrevue avec l'enquêteur qui est sur le dossier, depuis le début. Il nous a confirmé que les tests ADN avaient été faits. Ils n'avaient pas encore reçu le rapport écrit. Ils auraient trouvé des balles sur le site. Puis là, il y a des armes qui ont été saisies, puis ils essayent d'avoir une analyse balistique là-dessus. Ce rapport-là n'a toujours pas été rendu. Les proches sont résignés. La police dominicaise n'a pas des moyens d'enquête comparables à ceux de chez nous. Cela contribue à l'incertitude sur l'issue du procès qui devrait se tenir en 2025. Mais auront-ils les preuves suffisantes? C'est là où on en est en ce moment. On veut que ça bouge, mais on ne peut pas aller plus vite que le train. Quelques mois après la mort de Daniel Langlois et de Dominique Marchand, le jugement sur le chemin qui passe par Bois-Côtelette a été publié. Le juge a tranché en leur faveur. Le chemin est bel et bien public. La juge a écorché Jonathan Lear au passage. Elle a dit de lui qu'il n'était pas un témoin crédible et que sa preuve n'était pas fiable.
elle l'a aussi poivré de qualificatifs insolent, arrogant, sur la défensive, évasif et sombre. Enfin, Jonathan Lehrer n'apparaît plus dans la liste des personnes autorisées à vendre des passeports pour le gouvernement. Je pense que la grande question reste pourquoi? Les gens se demandent si c'est vraiment juste à cause d'une route. Non, moi je pense que c'est plus que la route. Je pense que c'était de la jalousie. C'est de la jalousie. Les gens ici pensent qu'il était jaloux de lui. Combien de fois je passais puis il me disait « Hey, Daniel, c'est pas lui le gars le plus riche sur l'île, hein, c'est moi. » Qu'est-ce qui a dégénéré? C'est tous les succès de Daniel. Daniel Langlois, Esquire. Whereas you have rendered meritorious service to the Commonwealth of Dominica. Il a effectivement reçu des honneurs, pas longtemps avant le meurtre, là, par le gouvernement. Daniel a construit son hôtel avec ses fonds personnels. Ce n'était pas un projet CBI. Son hôtel était ouvert. Jonathan, en revanche, n'a pas réussi à construire son projet. Il y a toujours une espèce de notion de « ben oui, il va réapparaître, on le attend, là, il est en Dominique, il va revenir, là, puis les choses vont continuer, on va reprendre la conversation qu'on avait prise 6 mois avant. » Une conversation comme les plaisanteries qu'échangeaient Dominique et Daniel ce jour-là. Avec une amie, en janvier 2019, ils badinaient au sujet de leurs voisins. Ce qu'il y a de fun, c'est qu'il y a justement, il n'y a pas de moustiques. Pas de danger. Non. Juste le voisin. Des plaisanteries qui ne feraient plus rire personne aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre reportage. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on fait relâche pour céder l'antenne à une émission spéciale sur l'élection américaine. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour une autre enquête. Comment pouvions-nous savoir qu'une personne qui n'a jamais été frappée puisse être tuée par l'homme avec qui elle habitait pendant 25 ans?